Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Le bruit et l'odeur. Big Bang politique. Il n'a pas de nom. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pas de visage, pas de parti. La gauche caviar. Et pourtant, le sexe, il gouverne. ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ministre, ça agit. Je vous demande de vous arrêter. Un homme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Conquiert la bravitude. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. La bonne question. RLP. Bonjour au Périgord. Vous n'avez aucune notion juridique, éthique ou encore de cadre professionnel, mais vous sentez que ça ne se passe pas comme ça devrait dans le secteur de la protection de l'enfance. Vous écoutez la bonne radio RLP et l'émission qui vous informe et qui vous forme, La Bonne Question. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque, Stéphane Lambert-Malfray. Bonjour à tous. Pour un ouvrage intitulé « Propositions pour la famille et la protection de l'enfance », édité chez Défendre les enfants. Oui, c'est la continuité de la liste Défendre les enfants. On est enregistré par Emma. Bonjour Emma. Petite présentation de Stéphane. Alors, tu es au départ informaticien. Je suis ingénieur en informatique, je suis musicien, je suis animateur radio et militant dans la protection de l'enfance depuis 7 à 8 ans. D'accord. Et tu es aussi cofondateur d'un parti politique on va relativiser. En 2017-2018, on avait créé avec d'autres personnes l'association Équité Parentale qui faisait la promotion de l'égalité homme-femme dans le monde de la famille. Et puis, pour la deuxième fois aux législatives, et effectivement, on avait monté la liste Défendre les enfants pour les européennes. Et j'avais terminé, effectivement, avec Francis Lalanne et Dieudonné sur France Libre pour essayer de porter la parole de la famille, de la protection de l'enfance durant ces mémorables élections de juin dernier. Puis bon, maintenant, ça y est, nous sommes repartis à la normale et on reprend le travail de fond, les émissions sur RLP et effectivement la sortie de cet ouvrage. D'accord. Donc, pour avoir lu ton bouquin, il y a au moins une idée qui est forte dedans. On va en parler un petit peu durant l'émission. Et tu as plusieurs propositions que tu émets dans ce livre. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment un livre ou un doc. En tout cas, c'est pas un ouvrage de chevet habituel. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette idée. Ce qui m'intéressait, c'était de discuter de cet ouvrage qui est à destination des professionnels et des personnes sensibilisées, tu vois, avec quelqu'un qui est un professionnel du secteur. Tu travailles, toi, avec la jeunesse, tu fais de la réinsertion, tu as travaillé avec l'enfance, tu as suivi les cours, tu sais ce que c'est que divorcer. Enfin, tu as une expérience de vie qui fait qu'on peut commencer à envisager ces thèmes, tu vois. Mais ça, c'est un ouvrage, effectivement, à destination des intervenants, c'est-à-dire du législateur, des éducateurs, des avocats, des juges, des placements, de l'intervention de l'État dans la famille, en fait. Parce que dans les droits fondamentaux qui sont dans la Constitution, dans les droits de l'homme, dans la CIDE, et l'État s'immisce dans ces droits fondamentaux, parfois sans texte, parfois avec texte. On n'a pas encore de méthodologie réellement écrite sur la protection de l'enfance. Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant? Il n'a jamais été défini de manière légale. Et donc, on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui, clairement, de ce que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle en France, quoi. Voilà, d'accord. Et du coup, c'est parti d'où cette idée-là de créer ce document? Au départ, c'était un programme de campagne électorale. D'accord. Qui ensuite a évolué, qui a grossi. Je suis déjà en train de travailler sur la seconde édition parce qu'il y a des choses à rajouter. Mais c'est un élément, vu que tout le monde à chaque fois arrive et redémarre de zéro, réinvente la roue. Il faut bien à un moment donné faire un document, en discuter ensemble, le faire grossir collectivement, de manière à ce qu'on puisse se référencer dessus pour centraliser les idées. Tu l'as fait en équipe. Comment tu as procédé? Tu as pioché dans des échanges au gré des rencontres? Comment tu as conduit le contenu? Alors déjà, au départ, il y avait un petit... lorsqu'on était encore dans la liste Défendre les enfants, j'ai tenté de provoquer une effervescence et d'avoir des idées, et de provoquer des idées sur un document Gmail. Je suis obligé de constater que ça n'a pas forcément très bien mordu, et que, si tu veux, les gens sont plus partis dans la politique elle-même que dans le portage de messages, en fait. Et donc après, je l'ai repris. Et avec les 200 heures d'émission, avec... j'ai une visibilité sur... on va dire, une bonne centaine d'histoires personnelles aujourd'hui. Il est important d'avoir une visibilité sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines, pour essayer de tirer des choses générales, pour sortir des petits clichés et sortir de l'effet
Berkoff, BFM, France Info, où on va prendre un petit scandale et puis on va essayer d'en déduire des cas généraux. Oui, mais tu sais comme moi que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, je souris parce que dans le livre, on repère que c'est pas ton plaisir de flinguer, mais tu flingues quand même pas mal dedans. Et on va aborder justement parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez justes dans ce que tu as mis en avant, notamment cette idée de on est au bord de bien faire, mais on n'y arrive pas. Dans notre pays, c'est souvent ça. On est au bord de bien faire et puis on n'arrive pas à bien faire quand même. Tu commences ce livre par des faits qui organisent un diagnostic et tu finis par des fiches de poste, des cadres professionnels. Pourquoi tu le fais comme ça ? Parce que l'institution, elle est segmentée en plusieurs services. Alors, tu as les services sociaux, il y a les services de prévention, il y a les services d'accompagnement éducatif, et ils communiquent très peu ensemble, ils travaillent extrêmement peu ensemble. Ensuite, tu as les avocats, plein de segmentation, tu vois, il y a les experts, il y a les juges, il y a les intervenants, et il y a la modernisation, la numérisation, le fait qu'on puisse utiliser des outils modernes sans rester bloqué au XVe siècle. Et du coup, tu fais un déchiffrage de toutes ces strates, justement, et de tous ces postes qui communiquent pas entre eux dedans. Et moi, c'est ce qui m'a semblé vraiment le plus pertinent du livre, même s'il y a d'autres choses qui sont pertinentes. Tous les sociaux à qui je parle aiment beaucoup cette partie-là. Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que on a tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, et en fait, on n'y arrive pas. Parce que c'est les plus critiqués, c'est ceux qui s'investissent le plus, et ceux qui ne comprennent pas, parce que c'est d'ailleurs parfois même les mieux formés. Et alors, tu pointes la nécessité de besoins reproductibles et tu pointes tout ce qui doit être changeable. Toi, tu attends dans ce côté reproductible que tous les professionnels doivent pouvoir faire le boulot. On ne peut pas se satisfaire de ça. Tu n'as pas la crainte que ça déstabilise un système un peu pyramidal. Nous sommes déjà en phase d'effondrement. La police, ça ne marche pas. L'école, franchement, c'est au secours. Les hôpitaux, rendez-moi les hôpitaux. Donc, il est normal que tout soit à l'avenant, si tu veux. La justice, on est à 45% de taux de confiance dans la justice dans notre pays. Mais les 45% en question, ce sont les gens qui n'y sont jamais allés. C'est Marc Juston. Marc Juston, l'ancien directeur de tribunal, bien connu, qui est intervenu plusieurs fois à l'Assemblée nationale, qui m'a dit « Les bonnes intentions ne suffisent pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas et on ne peut pas se contenter de quelque chose où chacun vient avec son histoire personnelle, son idéologie, ses envies pour l'imposer aux autres. Il faut faire des choses simples, reproductibles, mécanisables et comprises par tous. Il va falloir simplifier. » Écoute, si ça passe par enlever certains privilèges dans une position sociale, c'est pas ça qui est important. C'est les gens qui sont importants. C'est pas les structures ni les symboles. Tu parles de clarifier les rôles. Tu trouves qu'il y a trop de superposition des tâches ou que les infos elles sont pas traitées ? Les deux. Les deux. Quand tu analyses le principe d'intervention de l'État dans la famille, tu as plusieurs portes d'entrée. La première, c'est les divorces. Le tribunal familial, qui est devenu aujourd'hui une gigantesque pompe à fric, déjà, c'est une grande découverte de la vie. Tu as aussi les services d'enquête et de détection, qui s'occupent des enfants, ce qu'on appelle le 119, que tout le monde s'est un petit peu accaparé. Ce sont les deux points d'entrée, en fait, de l'État, de l'institution dans la famille. La gestion des conflits familiaux et puis la protection des enfants. Et à chaque fois, au niveau des services, tu as donc, on va répéter, le tribunal familial, tribunal des enfants, qui n'est pas le même, avec des affectations qui sont différentes, service d'identification des problèmes chez les enfants, qui sont gérés par des purs administratifs, assistantes sociales, je suis désolé, ce ne sont pas des gens qui sont passés par les foyers de l'ASE, elles ont fait très peu de psychologie, elles ont fait extrêmement peu d'éducatif, en plus, très souvent, on fait ça en début de carrière, on fait ça quand on est jeune, voilà. Après, on descend encore un petit peu les strates, on monte éventuellement un peu dans le judiciaire, va s'y coller parfois du pénal, du correctionnel, ce genre de choses. On arrive aux assistances éducatives, qui voient arriver des dossiers à qui on demande leur avis, mais en fait, il n'y a pas vraiment de brassage, tu vois, et puis on sait qu'il n'y a plus de psychologues, les CMP sont débordés, il n'y a plus de psychiatres, il n'y a plus de ressources, on a viré la moitié des éducateurs durant le Covid, donc ces gens-là sont absolument démunis par toutes les bonnes intentions qu'il peut y avoir en amont, donc ils voient arriver un flux
de documents qui sont parfois bâclés, qui ne sont pas très précis, des enfants qui sont en souffrance parce que tout ça, malheureusement, ça ne se compte pas en heures ou en jours, ça se compte en années. Et quand tu parles d'enfants de 3-4 ans, se compter en années, ce n'est pas forcément très bien acceptable. En fin de chaîne, tu arrives dans les cas les plus extrêmes à l'anciennement la DAS, qu'on a renommé en ASE, qui n'est plus national. Les gens ne savent pas qu'il y a des ASE, mais pas une ASE. Il n'y a pas de ministère. On a donné la patate chaude au département. On leur a fait un chèque en disant « Allez, vous gérez, maintenant vous en occupez », comme ça. Là. Donc chaque département fait un petit peu comme il veut. Puis comme ils n'ont plus de sous, ils vont aller encore un autre intervenant. Ils vont faire des délégations de services publics à des sociétés privées ou des assos 1901, qui parfois sont même éventuellement étrangères et qui, elles, vont se dire il y a de l'argent là-dedans. Bah ouais, rien dans cette partie-là, il y a 9 milliards d'euros par an. Et tous ces gens, en fait, ils ne sont pas formés pareil, ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, et c'est un boxon sans nom, et c'est un gâchis sans nom. Voilà. Ouais, comme beaucoup de choses en France. Mais oui, c'est trop lourd. On est toujours au bord de bien faire, on voit à peu près ce qu'il faut faire. Et nous avons énormément de bonnes intentions. Moi, je vois beaucoup de gens qui essaient de vider un océan avec une petite cuillère, ils y laissent leur santé. Alors, tu les vois à 50 ans, ils sont marqués, ils ont le cœur énorme, mais ils ont un ulcère à l'estomac tellement ça les bouffe. C'est pas... Quand je dis qu'on ne peut pas se contenter, c'est qu'il faut qu'on s'y mette ensemble, tous ensemble, quoi. Voilà. Bon, pas moi, j'y arrive, mais je ne suis pas encore rongé ni bouffé. Oui, mais bon... j'espère. Il faut être solide pour faire du social en France aujourd'hui. C'est son air général. Ouais. Alors, je ne sais pas, solide probablement, intéressé sûrement. Et attention à la définition du mot intéressé. Et je pense, oui, dans l'enfance, mais tu as raison. Oui. Mais je pense qu'il faut surtout comprendre que c'est comme tout métier, il faut avoir un minimum de technique et avoir un minimum de connaissances. Oui. Bon voilà, j'ai trop parlé, c'est pas moi l'invité. Non, mais tu as un avis sur ça et je voulais aussi qu'on en discute parce que tu es l'intervenant professionnel. Donc je ne suis pas là que pour donner mon avis. C'est peut-être pour ça que ton docu, là, je l'ai pris avec intéressement parce que je pense qu'effectivement, c'est pour des professionnels. On rentre dans cet ouvrage une fois que la phase d'apprentissage est passée. Ouais. Ça, c'est clair et net. Il y a à la fin des textes qui existants, mais qui sont en fait des outils de survie lorsqu'on arrive dans l'environnement, des rappels fondamentaux que parfois on a tendance à oublier, mais c'est un ouvrage, un petit document qui est relativement petit, mais qui est à destination des gens qui ne sont pas en train de découvrir, qui ont déjà mis bien les mains à l'intérieur. Tu fais une petite attaque sur l'ensemble de l'administratif, mais moi je trouve qu'elle est justifiée comme attaque. On va se faire une petite pause musicale et après on va un peu décortiquer cette attaque en fait que tu mets en place, mais qui est en fait pour rechercher des solutions. On va écouter un petit morceau qui s'appelle Enfant de la DAS de MC Jean Gabin. RLP. Imagine les glandes de ne pouvoir voir les tiens, faute de rien. Parce qu'à partir de maintenant, c'est à eux que t'appartiens. Trimballés comme une vieille drôle, ils diront quoi dire, quoi faire, quoi becter. Les chiottes turcs sont excellents, pas d'excellent ma gueule. C'est un luxe, et les jours de fête, pas de quoi grimper au luxe. Juger sur ces dossiers, juger et puis caser. Parce que tes vieux n'arrivent plus à se blairer. Si par Scoumoun, t'as des frangines, des frelons, on a frangeux. Tu risques pas de grandir avec eux, on te sépare comme les bœufs. Je paratine pas sur mes aïeux, si t'as de la famille, c'est pendant. Dans mon cas, contre un autre orphelin. Mon pater Ramelin, cette tafiole assassin a changé mon destin. Stopper celui de ma mère et son conjoint, le cocon explosé, t'inquiète, y a de l'amende de ce côté. SVP 1111, famille d'accueil, en manque de fraîche, comment veux-tu être conciliant quand des tocards se prennent pour tes parents? C'est vexant, pas de suivi chez les psys. Et si tu débloques, on te dira que t'es gris. Et si on te largue chez les dingues, y a plus de crédit. Comme quoi l'amour de l'oseille est plus forte que celle de l'être. Dans cette chienlit, tu dois apprendre et grandir vite. Un enfant, ça devient adulte que si tu lui laisses le temps. Et c'est navrant. RLP. Enfant de la DAS, plus de peine que d'allégresse. Enfant de la masse, enfant de la DAS, tant de haine. Enfant de la DAS, plus de peine que d'allégresse. Enfant de la DAS, enfant de la masse, tant de haine. Enfant de la DAS, enfant de la masse. Encore une mission être rentable, bénis celui qui la remplira sans façon. Le maudit celui qui échouera, sauvageon. On était des numéros plus un coup. Et l'entretien coûte cher, mais tu vois pas les sous. Étant soi-disant soumis à leur micro-6. La détention reste une exception. La liberté une règle. Ce qui commence déjà à avoir le choix par ton orientation. Modelé, façonné comme un pantin. Tu te croirais livré chez Toys R Us. Sans les paillettes, ici t'as qu'un droit. Fermez ta gueule ou tu serviras de casse-dalle. Quand
encadrés par des éducateurs pas censés s'éduquer eux-mêmes, qui t'emboucanent en t'apprenant que le bulle prime sur le biscotto, et t'en d'écart 3-4 quand c'est chaud. Cueillir c'est beau, à condition de respecter qu'il soit Morico et Noiro. Tout n'est pas sombre, mais la vie n'est pas rose. Abriter, filer, gîter le couvert qu'on porte à Saint-Herbert, et sans vergogne scotché à la besogne. Les différences existent, on t'apprend le masochisme pour t'inculquer le civisme. Au chiotte le libéralisme, enfant de la DAS, fils de paix, que d'allégresse. Enfant de la DAS, la populace, tant, haine. Enfant de la DAS, plus de peine que d'allégresse. Enfant de la DAS, la populace, tant, haine. On arrête les palabres, mon séjour à l'étable aurait pu être exécrable. Le réfifi entre mouflets, ça n'est pas plus loin qu'un paix. Mais les jeunes pousses deviendront des glands. Là-bas, c'est les ciseaux et la rage dedans. Bizutage violent, à moins que tu débarques adolescent. Pour les plus vieux, tu deviens intéressant. Et y a pas de sentiment. Là-bas, tout le monde a ses problèmes et personne te prendra sous les. Les séparations sont mal vécues, pas grave, on finira tous tendus. Comment veux-tu décider de ton avenir à 14 ans? Pauvre cloche, se prendre pour Nostradamus et finir avec un métier de bus. Trop de soucis en même temps, ta chance d'avenir fout le camp, chie sur la campagne et tous les paysans. Quand t'arrives à Paris, c'est bandant, mioche de la DAS, en passant par Annemasse, paillettes cuistot. Mais n'aime pas les négros à Montmélian. À l'Arlequin, ils nous prenaient pour des clowns. À force de faire cuire des moules, sinon un grand coup de boule, on nous lavait les reins, encerclés par des branlots, bon qu'à lutter ou faire du karaté. Mieux de péter le nez, ma gueule. J'ai tapé la coopérative à Saint-Pierre-d'Albini. Parce que cette bande d'albinos nous faisait crapahuter le galibier jusqu'à l'os. Et en pleine nuit, fallait me voir faire du stop, j'aurais été une bonne proie du côté du Mississippi. J'ai eu du bol, j'ai atterri à Annecy. 3 barques par jour, et ça change de la baraque. Argent de poche et pécule pour chiller des frusses, moins vétus. Imagine le père Gabin, un citadin en train de glander à Grédieu-la-Varenne. Je pourrais l'écrire en fermant les yeux. J'encule tous les lapins de Garenne et les fachos passent à la demi-lune. Quelques-uns m'ont mis des prunes et embrouillé mandales. J'étais pas un vandale, mais j'avais la dalle. Des kilomètres de ce patelin, j'en ai fait de long en large, du nord au sud, venant pas tous des mêmes chemins. Chacun a pris le vice de l'autre, comme des apôtres, sans oublier que ton meilleur ami est ta fourchette. Tu peux te gratter, Coco, je rebecque des gratons et faire le guignol du côté de Lyon. Brassement de race, brassement d'huile et de culture, fait de la majorité d'entre nous un passe pour les ordures. Dans de la masse, dans de la DAS, dans haine. RLP. Retour sur RLP, la bonne question, avec Stéphane, qui nous a amené un ouvrage qu'il a composé, qui s'appelle « Propositions pour la famille et la protection de l'enfance ». Alors dedans, dans ce document, tu remets en question plein de choses, notamment la formation des juges, leurs responsabilités, le manque de sanctions pour leurs fautes. Est-ce que tu peux approfondir cette question-là? Les juges, pourtant, c'est des gens corrects, normalement. De manière synthétique, tu as les études de droit et je crois que vers la 5e année, tu as une séparation. Ceux qui vont faire avocat et qui veulent faire juge. Ceux qui font juge, ils vont à l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Nous n'avons pas accès aux formations, aux supports de formation de l'ENM. Et il y a également des donateurs privés dont on ne connaît pas le nom officiellement. Donc c'est une boîte noire où on ne comprend pas très bien ce qu'on leur apprend, qui c'est qui les paye, qui c'est qui les sponsorise et ce qui s'y passe. Il n'y a pas de psychologie, ou très peu. Il y a une idéologie qui est extrêmement moderne et moderniste, mais il n'y a pas véritablement d'ouverture sur les récents travaux universitaires. Et les gens qui vont rentrer dans la famille sont très souvent des gens qui sont en début de carrière. Bon, on peut améliorer beaucoup de choses dans tout ça, effectivement, je pense. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils ont dans leur formation que ça enlève leurs compétences? Ah ben, alors à ce compte-là, quelles sont leurs compétences? Qui a dit qu'il fallait séparer les enfants des familles pour en mettre un ici, un là? Qui a dit qu'il fallait déconstruire pour reconstruire? Qui a dit que lorsqu'il y avait telle chose, il fallait faire telle chose? Qui a dit ça dans ce jugement qui est rendu au nom du peuple français? Donc la moindre des choses, c'est que au nom du peuple français, le peuple français sache comment ils sont formés, ce qui est écrit dans ces supports de cours. Et puis c'est pas parce que je suis issu, moi, d'une famille dysfonctionnelle, que j'ai eu une expérience, que je vais prendre des jugements tout le temps par rapport à ce que je pense moi. Non, c'est au nom du peuple français. Il faut régulariser, homogénéiser tout ça. Pareil sur la place des experts. En fait, tu pointes la place des experts. Est-ce que tu peux approfondir l'idée? Parce que du coup, moi, je suis pas très au fait de cette idée-là. Tu renvoies à quelque chose de négatif sur les experts. C'est quoi? Oui, à une époque, les experts, c'était les meilleurs qui venaient travailler pour l'État. Aujourd'hui, une expertise psychologique, c'est 250 €.
Donc, tu as, d'ailleurs, en Dordogne, experte psychologue, il n'y en a qu'une. Et là aussi, par rapport aux psychologues, il y a plusieurs écoles dans les psychologues, il y a un code de déontologie. Je pense qu'on arrive parfois à une espèce de psychiatrisation, psychologisation de l'individu, avec des gens qui vont lire des profils psychologiques, qui ont été réalisés entre 30 et 45 minutes, et qui vont dire, toi, oui, toi, non, toi, mais moi j'ai le droit d'avoir le profil psychologique que je veux, j'ai le droit d'avoir le profil psychiatrique que je veux, j'ai le droit de la manière que je veux, à partir du moment où je suis apte dans ma fonction de parent et de parentalité. Donc il va falloir resserrer un petit peu tout ça. L'expert, il est là pour dire si tu es apte ou pas, si tu peux être parent ou pas. Le reste, tes opinions politiques, ça ne les regarde pas. Tu vois, ça appartient à la personne. Ok, pareil pour les avocats. Est-ce que tu peux approfondir? Tu mets les avocats au service de la société, tu pointes ça dans ton livre, et tu proposes même la refonte de leur métier. Tu vas même plus loin que pour les autres, c'est que tu veux les faire basculer dans autre chose. Alors là, on est nombreux à dire ça. Hein. Je rappelle qu'avant de ça, j'ai 200 heures d'interview auprès de personnalités assez conséquentes. J'ai pas sorti ça de mon sac. Hein. Je parle de plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'histoires individuelles et de, pareil, plusieurs centaines d'experts, d'interviews que Marie-Estelle Dupont, Marc Juston, Jean-Pierre Villefort, etc. Enfin, on peut trouver assez facilement la liste d'interviews. L'avocat, si tu veux, on ne gère pas le droit de la famille et de l'enfance comme on gère une palette de raviolis Buitoni, si tu veux. On n'est pas là pour faire des affaires, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Et encore une fois, le droit de la famille et de l'enfant, ce n'est pas un modèle commercial, ce n'est pas... Donc, eux, c'est vraiment sur le côté business que tu les piques, c'est qu'ils viennent là parce qu'il y a un business, mais ils ne viennent pas là par intérêt du sujet. Quoi. Alors, ils viennent là, parce qu'ils sont payés. Ce sont des prestataires, et ce sont des gens qui sont payés cher, ils sont payés plusieurs centaines d'euros à l'heure. Et donc, à quelque part... Ils mieux sont que là, les éducateurs. Mais mieux que beaucoup de monde. Ouais. Mieux que beaucoup de monde. Je veux dire, je me suis trompé de métier, moi. Hein, mais bon, pas ça. Non, mais je veux dire... et aussi, ce sont des gens qui sont responsables très souvent de la conflictualisation. C'est pas forcément de leur faute, ils font leur boulot. Moi, je me souviens d'un cas, par exemple, ils étaient mariés, ils voulaient divorcer, l'État impose la présence d'un avocat, ils étaient d'accord sur tout, ils étaient en train de signer l'accord, et puis l'avocat m'a dit, vous savez, si vous pourriez obtenir plus que ça, là, finalement, ça fait 5 ans ou 6 ans qu'ils sont au tribunal, ils ont dépensé des dizaines de milliers d'euros, en train de se taper dessus, et chaque avocat est là et de bonne foi est en train de défendre son client. Or, mes amis, la famille, ce n'est pas la guerre. Se séparer, ce n'est pas s'entretuer. Voilà. Avoir un enfant, ce n'est pas se tirer des scuds durant 20 ans pour enlever les droits de l'autre ou lui faire du mal. Donc, ce n'est pas comme vous avez un conflit au tribunal commercial ou lorsque vous attaquez quelqu'un parce qu'il a pris un poignard. Ça, c'est un des points les plus dramatiques parce que je pense, a priori, comme ça, que les deux premiers, les experts et les juges, ne le font pas exprès. C'est un système qui est mis autour d'eux et voilà, ils roulent dans un système. Alors que les avocats, c'est une intention, notamment quand tu pointes, mais non, vous pouvez gagner un peu plus. Et du coup, que ça repousse la situation, et pour les familles et pour les enfants, il y a un fait exprès derrière qui est vraiment... C'est un mélodrame, le truc. Parce qu'ils sont là pour défendre, et qu'ils baratinent bien, et que la procédure est orale, que rien n'est filmé, qu'il n'y a pas de recoupement. Ce sont en permanence des escroqueries au jugement. C'est-à-dire qu'on va venir et puis on va essayer d'influencer la personne qui prend la décision. Tu mettrais systématiquement une caméra s'il y a une problématique avec un enfant, toi ? Mais absolument. De la même manière qu'on apprend dans le social qu'il ne faut jamais être seul, toujours être deux lorsqu'on intervient. Autant pour la protection du public concerné que pour la protection du professionnel. Dans énormément de secteurs de la justice, les audiences sont filmées. Je ne suis pas pour enlever le huis clos, je suis pour mettre une caméra et éventuellement soulager la greffe en faisant la retranscription automatique par IA et puis stocker les choses sur une clé USB dans un local du tribunal. On peut stocker les choses sur des dizaines d'années maintenant parce que sur des histoires parfois où le pénal Tu veux qu'on puisse s'en servir au cas, dans le cas Oui, je ne veux pas que ça rende public, parce que je ne veux pas qu'on sorte le huis clos, je ne veux pas qu'on enlève, je ne veux pas que ce qui concerne les enfants leur ressaute à la figure 20 ans plus tard. Non, il n'y a aucune question de faire ça. Mais par demande d'huissier ou par quelqu'un qui a l'habilitation de le faire, stopper les mauvais comportements,
empêcher les escroqueries au jugement. C'est quoi les escroqueries au jugement? Est-ce que tu peux... Une escroquerie au jugement, c'est essayer de te... Tu es juge, tu fais un jugement, je t'apporte des éléments qui sont faux, j'essaie de t'influencer, je t'escroque en fait pour que tu rends quelque chose qui m'arrange. C'est une escroquerie au jugement. Un avocat, il prend un avertissement s'il fait ça. Au bout de 3, il n'exerce plus. Un avocat ne ment pas à la cour. Et comme la procédure est orale, et puis que... Oui, tu vois, ça te fait rire tout de suite. Oui, parce que il suffit d'avoir vécu un divorce ou, voilà, pour se rendre compte que... les scénaristes de Groland, parfois, ont d'énormes problèmes pour faire pire que ce qu'on peut voir dans la réalité. Hein. Mais ça ne devrait pas, c'est nos enfants, quand même, c'est nos familles, donc il faudrait un petit peu de sérieux. Donc oui, filmer pour empêcher... Attends, moi j'ai eu des audiences, personnellement, où on m'a demandé comment je faisais pour mes besoins fondamentaux d'homme, maintenant que madame était partie. La phrase d'avant, c'était « Les gens qui votent extrême droite dans notre pays ne sont pas aptes à éduquer leurs enfants ». Je découvrais la justice, ce sont des comportements qui sont absolument inacceptables, si tu veux. Lorsque, par exemple, tu as des audiences où madame va dire « Mais c'est pas son enfant », et puis tu prends les trucs comme ça, tu les refais ressortir, tu te rends compte qu'il y a une mauvaise foi qui est instrumentalisée, et donc que la justice va être instrumentalisée, en fait, pour gagner du temps, pour faire du mal à l'autre, pour empêcher l'autre, pour réussir à obtenir une maison, pour essayer de ruiner quelqu'un, pour récupérer... c'est une bataille pour plein de choses. Et ça n'est pas acceptable, ça n'est pas entendable. Voilà. Pareil pour la police. La police, ils sont très confrontés à ça. Et d'ailleurs, tu sais, le taux de suicide extrêmement grand qu'il y a dans la police et chez les forces de l'ordre et puis dans les militaires, c'est pas parce qu'il y a trop de gangsters, qu'il y a trop de voleurs et trop de terroristes. Hein. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a trop de problèmes familiaux et qu'ils se font beaucoup plus défoncer que les autres au tribunal familial. Et eux, ils voient que les plaintes pour non-présentation d'enfants, elles sont pas instruites. Ils voient que si jamais tu arrives avec une accusation, une fausse accusation, tu verras pas tes enfants durant des années. Et donc, très souvent, quand tu vois un fait divers avec quelqu'un, son homme de service, a tué son ex, puis lui-même, et il faudrait creuser un peu sur l'environnement familial, mais il y a très très forte chance que ces gens-là soient aussi victimes. Et puis, quand tu parles aux anciens de la brigade de protection des mineurs et autres et tout, ils te disent tous qu'ils sont atterrés par la noirceur et par la saleté qu'ils peuvent trouver. Parce qu'il y a aussi dans notre société une très très grande saleté. Quand tu vas chercher, il y a des histoires qui sont absolument immondes et je suis pas certain qu'ils soient formés. Ils sont pas formés à aller voir la traumatologie, c'est-à-dire est-ce que vraiment je te raconte une histoire, est-ce que vraiment j'ai vécu un traumatisme. Ils ne peuvent pas faire autre chose que recevoir un témoignage et puis prendre la personne ciblée, le mettre en garde à vue, éventuellement 1 ou 2 coups d'annuaire, essayer de la faire avouer. Il faut pas croire qu'il y a une personne omnisciente qui va aller regarder tous les détails en précision pour aller vérifier tout ce qui se passe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je te coupe, pardon. Du coup, si je recoupe un peu ce que tu as dit, en gros, les juges, ils sont un peu inconscients, ils vivent un système. Les avocats, eux, ils sont très conscients et ils profitent du système. Et la police, eux, sont plutôt les victimes des 2 premiers parce qu'ils voient ce qui se passe, mais en fait, ils sont impuissants via la machine administrative. Ils sont un peu impuissants. Un policier reçoit des ordres. Un policier, il fait ce qu'on lui demande. Un policier, il est là pour transférer de l'information ou pour faire une intervention à partir du moment où on lui demandait de la faire. Et je crois que c'est très difficile de voir qu'on n'arrive pas à bosser correctement. Ça va être très difficile pour eux, ça. Est-ce que pour toi, le système administratif, il organise, peut-être sans le vouloir, mais est-ce qu'il organise une forme de mépris, en fait, par rapport, pas aux enfants, mais aux familles, par rapport à ce qu'ils doivent traiter? Est-ce qu'ils sont condescendants ou méprisants absolument. Il y a une présomption de culpabilité très forte dès que tu es confronté à ces gens-là. Il y a une espèce de présomption de culpabilité qui s'est mise en place, qui fait que tu as divorcé, tu es dans un tribunal. Un tribunal, c'est quand tu fais quelque chose de mal. Aujourd'hui, en Occident, divorcer leur composition familiale, c'est pas parce que tu te sépares de quelqu'un que tu es un criminel. Hein. Pourquoi c'est au tribunal de gérer ça? Tu vois, pourquoi est-ce que c'est au tribunal, au juge, de définir une pension alimentaire, alors que par la CAF et les impôts sur le revenu, tout est calculé automatiquement chaque année? Parce qu'il y a un contrat. Hein. Moi, j'ai pas eu de contrat avec la mère de mon fils. On est séparés et je peux aller au tribunal. Il n'y a pas de contrat entre nous. Les pensions alimentaires, une grille annuelle, mais tes calculs APL, il n'y a pas un juge derrière. Hein. Tes montants d'imposition, il n'y a pas un juge derrière. Hein. Tout est mensualisé, tout est prélevé à la source, tout est payé correctement. Mensuellement, la CAF, elle sait tout. Tu vois, on pourrait faire une automatisation
l'informatisation de ça. Pourquoi il faut payer un avocat 1500 balles à chaque fois, tu vois? Donc ça fait partie des trucs. On désengorge des tribunaux, on arrête d'appauvrir les gens sur des sous qui sortent de leur propre poche et qui ne sont pas déduits des calculs CAF et impôts sur le revenu, et on automatise la pension alimentaire. C'est tellement banal aujourd'hui, une pension alimentaire, et bon, on l'automatise par rapport à tes revenus sont publics. Ils sont chez... Enfin, je veux dire, c'est des choses de bon sens comme ça. Mais pour revenir aux administratifs, oui, tu vas les voir. Les avocats, il peut y avoir un mépris de classe. L'avocat, je viens du monde anglo-saxon, l'avocat, il travaille pour toi, c'est un prestataire. Ici, l'avocat, moi j'ai eu des cas où ils ne veulent pas te rendre le dossier après l'affaire. Ils ne veulent pas te donner l'expertise. Tu es dans les tribunaux, ils te disent, passez par votre avocat, monsieur, on ne veut pas vous parler. Ben non, je ne vais pas à chaque fois donner 200 balles à quelqu'un qui est du secteur privé pour avoir accès à une information qui m'est indispensable. J'ai lancé une QPC d'ailleurs sur ça, question prioritaire de constitutionnalité. Est-il vraiment constitutionnel que l'avocat, pour telle raison, soit imposé aux citoyens français pour des actes administratifs qu'il pourrait effectuer par lui-même. Voilà, j'ai posé une QPC au Conseil constitutionnel, et puis en faisant ce qu'ils répondront, on verra, peut-être qu'on va déclencher un mouvement de foule par rapport à ça. Mais bon. Voilà. En tout cas, là, dans tes propositions, là, on sent bien que pour toi, la fête est finie. Il faut passer à autre chose. Est-ce que vraiment on est parti aussi loin on s'est écarté aussi loin du bon axe que ce que toi, tu mets dans ton diagnostic? Eh bien, écoute, je vais te ressortir les chiffres. Là, la réponse... de toute façon, la question, elle contient déjà la réponse. Mais au niveau des chiffres, on est à 310 000 enfants placés. Enfin, ils nous disent qu'il y en a 200 000, 220 000. Est-ce que tu peux citer d'où tu sors les chiffres, s'il te plaît? Alors, absolument. Sur le flyer, justice, gouv, site, défaut, etc., du ministère de la Justice. Chiffres clés de protection de l'enfant sur onpe.gouv.fr. On les trouve aussi sur le site défendrelesenfants.fr, s'il vous plaît, allez bien sur celui-là. En tout cas, on est officiellement à 200 000, vu qu'on n'a pas été capable d'informatiser ce domaine-là, parce qu'en France, on a 70 000 détenus. Donc on a plus d'enfants placés que de détenus en France. Les détenus, aujourd'hui, on sait combien ils coûtent, on sait où est-ce qu'ils sont, on sait quand ils sont rentrés, on sait quand ils sortent, on sait tout. Pour nos enfants à nous, on n'a pas été capable de le faire. On n'est pas capable de savoir combien d'enfants par an on perd dans ce pays, de manière véritable, tu vois. On sait les alertes, mais on ne sait pas le nombre de classements. Combien d'enfants disparaissent? Comment ça? Combien d'enfants disparaissent par an en France, dans notre pays? On sait qu'il y a tant de plaintes pour disparition. Ils vont dans un autre pays. On sait qu'il y en a à peu près un tiers qui est retrouvé, ce sont des fugues. Il y en a à peu près un autre tiers, la plainte est levée, on s'est trompé. Mais j'ai cherché plusieurs fois à savoir les plaintes pour disparition d'enfants, si tu veux. Je n'arrive pas à savoir combien d'entre elles ne sont pas résolues chaque année. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas informatisé tout ça. On n'a pas mis d'outils technologiques pour tracer nos enfants, pour savoir où est-ce qu'ils sont. Ils n'ont pas ça? Eh bien non, même pas. Puisqu'on n'est même pas capable de savoir véritablement combien il y a d'enfants placés. Par contre, on sait qu'on est grosso modo 9,15 milliards d'euros. On sait que la plupart des SDF sortent de la DAS. De l'ASE. On sait que la plupart de ces enfants, qui coûtent énormément d'argent, si tu veux, sortent avec des problèmes scolaires et... Très peu d'entre eux sont équilibrés, sans blessure intérieure, médecins, en profession libérale et autres, extrêmement peu. Et du coup, là, tous les chiffres, tu es parti entre le ministère de l'Intérieur, tu les trouves où, tous ces chiffres? Histoire que les auditrices et les auditeurs ils puissent moi, j'ai mis mes sources. J'ai l'INSEE 2023, les statistiques de l'INSEE, j'ai le site justice.gouv.fr, j'ai le site onpe.gouv.fr, chiffres clés de protection de l'enfance. Régulièrement, ils sortent. En France, on a 66 millions d'habitants, il y a 14,3 millions de mineurs, il y a 4 millions d'enfants de parents séparés, ça veut dire qu'il y a 8 millions de parents qui ne vivent pas ensemble. Tu vois, on déduit un certain nombre de choses, là, comme ça. Il y a 0,3 millions en protection de l'enfance. 0,3 millions de protection de l'enfance, on déduit, il y a 310 000 qui sont placés. Mais là-dedans, on ne met pas les AEMO, on ne met pas... Ok. Bon. Tu nous en as acheté plein, là, on est sorti du bon axe. Ça fait 61% des parents qui sont affectés, ça veut dire 31% des enfants, et puis à chaque fois, tu rajoutes les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. C'est un problème sociétal qui est assez... qui concerne tout le monde. Demain, ton enfant se fait agresser à l'école ou au centre social, tu vas voir arriver les sociaux, et tu peux le perdre, ton gosse.
Tu peux le perdre, tu peux perdre ta maison, tu peux te faire repartir pour des procédures à 100, 120 000 euros. Tu peux ne plus le voir durant des années uniquement parce qu'ils ont joué à touche pipi, là, au centre aéré, et que tu t'es plaint. Malheureusement, on en est arrivé là. Ça, je me permets de le dire aux parents. Ne pensez pas que les professionnels de l'enfance sont des gens très objectifs. Il peut y avoir de l'objectivité, mais c'est une question d'individu après. Ouais. Et puis du coup, l'objectivité, c'est très subjectif. On va écouter un deuxième morceau, Kid United, c'est ça que tu as choisi? Oui, les belles, okay. On écrit sur les murs, Kid le United. nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. RLP. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. RLP. Sur RLP avec Stéphane, donc il nous propose un document qui s'appelle Proposition pour la famille et la protection de l'enfance. On a échangé un peu sur les institutions, le côté un peu administratif. J'aimerais moi qu'on glisse vers la famille, parce que tu as aussi des propositions pour la famille. Notamment, tu proposes une formation parentale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette idée-là ? Oui, ça fait très longtemps que dans le milieu associatif, on milite pour qu'il y ait une sensibilisation des parents c'est une manière d'impliquer le père. Parce que concrètement aujourd'hui, lorsque un enfant arrive, madame est accompagnée, madame est préparée à l'accouchement, mais les études, les sciences humaines récentes nous montrent qu'il est excellent à la fois pour le père et pour l'enfant que le père soit impliqué dès le plus jeune âge. Moi, je sais que j'avais des contacts avec ma fille quand mon ex-femme était enceinte. J'avais la main dessus, il y avait un contact, elle réagissait à ma voix. Enfin, je m'intéresse depuis longtemps à ces choses-là. Je veux dire, j'ai tenté l'IRTS quand j'avais 18 ans, donc j'ai toujours été sensible. J'ai bossé avec des IMC durant un an et demi. J'ai toujours été intéressé par ça. Et en plus, faire un enfant, pour moi, c'est un accomplissement, donc je l'ai constaté personnellement, mais la science le constate aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, la proposition, c'est, vu que on doit militer pour l'équité parentale, l'égalité parentale. On voudrait impliquer les deux parents dans la préparation à la natalité, avec éventuellement un petit fascicule expliquant écoutez, vous faites un enfant, mais ça signifie aussi ça. Peut-être que dans 10 ans, il se passera ça, ça signifie aussi ça. Et puis, tout ce qu'on explique à madame, il faut l'expliquer à monsieur, il faut les mettre les deux ensemble. Le père qui participe à l'accouchement... Lorsqu'il n'y a pas... j'entends beaucoup de gens, ils étaient heureux d'avoir fait ça. C'est un des plus grands moments de vie
pour eux, tu vois. Et puis, bon, le sujet a été traité, si tu veux, de pères qui étaient frustrés de voir la mère porter ce fardeau toute seule et puis qui se somatisait et autres. Mais de la même manière que le congé parental d'Adrien Taquet, le congé paternité, est une très bonne chose, la partie accompagnement de la grossesse et de l'accouchement, impliquer les deux parents en un petit peu de responsabilisation et puis un petit peu d'éducation, ça pourrait être vachement bien. Voilà. Moi, je suis vraiment d'accord. Bon, alors, c'était pas le même axe. Moi, j'étais plutôt sur l'idée de faire réfléchir à au moins ce qu'on ne veut pas pour son enfant. Pas aller jusqu'à de la pédagogie, pas réfléchir des méthodes, mais au moins qu'on réfléchisse des valeurs qu'on veut donner, des choses qu'on ne veut pas que notre enfant fasse, et comment on fait pour que ça n'arrive pas. Moi, j'étais plutôt sur cet aspect-là, mais je pense qu'il faut éviter les intrusions de l'État. Je pense que la transmission des valeurs à son enfant, parce qu'il ne faut pas qu'on n'est pas tous uniformisés, si tu veux, puis on n'est pas là pour faire de la propagande auprès de nos gosses. On ne veut pas reproduire ce qu'on a vu en Chine ou en Allemagne ou dans divers endroits. Voilà, c'est pas ça. C'est aux parents de transformer ça. Donc je dis pas qu'on est là pour rééduquer et formater les parents et les enfants. Non. Mais pour éviter l'intrusion de l'État plus tard, justement, il faut leur dire qu'est-ce que l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce que ça signifie. Un petit rappel qu'un enfant en bas âge, puis en âge tendre, puis en âge intermédiaire, puis en pré-ado, puis en ado, ça signifie ci ou ça. Ça peut se faire en 1 à 2 pages, assez rapidement. Oui, l'État est sur une forme de pédagogie de projet. En fait, il fait avancer avec des étapes, alors que quand même la famille, ça peut rester un peu anarchique au milieu de cette société. Il faut qu'il y ait un peu de boxon, il faut qu'il y ait un peu de choix, il faut qu'il y ait un peu de concurrence. Tant que ça ne fait pas de mal aux voisins, tant que ça ne fait pas de mal à l'enfant ou aux parents, que ça met personne en danger. Et moi, je l'envisage dans une option d'implication et d'autonomie. Voilà, justement pour éviter qu'après qu'on demande que le grand esprit, qui n'existe pas d'ailleurs, vienne tout rendre parfait, parce que on n'est pas capable de mettre 5 personnes à temps plein devant chaque individu pour faire que tout soit parfait pour cette personne-là. On ne peut pas faire ça. Ça laisse la place au wokisme et aux bien-pensants. Quelle que soit l'idéologie. Quelle que soit l'idéologie. Voilà. Il y a la question du logement qui est injuste. Quelle proposition tu fais ? Parce que dedans, je n'ai pas trouvé la proposition tu signifies que c'est injuste, la question du logement. On comprend que via la CAF, via plein de choses, c'est assez injuste. Quelle proposition concrète on pourrait faire au niveau du logement ? Alors ça c'est quelque chose que j'ai constaté énormément lors des permanences. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de fond du terrain. Lorsque les gens venaient me parler, lorsque j'allais les voir, ils me disaient, mais le problème, c'est que maintenant qu'on s'est séparés, je suis dans un studio, j'ai 2 enfants, j'aurai jamais la résidence alternée. Ils vont pas me les donner, j'ai pas d'endroit pour les recevoir. Et puis, comme j'ai donné tout mon argent à l'avocat, j'ai plus de sous, j'ai fait une demande de HLM. Mais les HLM, comme j'ai pas les enfants, ils m'ont pas donné la chambre. Eh bien, il faudrait que ce soit pris en compte. Voilà. Il faudrait que les 2 parents, parce que des fois, tu as aussi des cas où c'est madame qui se retrouve isolée, mais à partir du moment où dans tes calculs, on t'attribue un logement et tu n'as pas de chambre pour tes enfants, quel que soit le type de parent que tu sois, eh ben, tu ne pourras jamais les avoir. Tu es enfermé. Oui, il pourrait y avoir un logement commun, le logement de départ où l'enfant a toutes ses références, tous ses repères, où il est confortable, il a construit toutes ses émotions, et qu'il y ait des aides en fait pour que les 2 parents aient eux-mêmes un logement de leur côté, qu'ils aient une aide quand même assez substantielle pour qu'ils puissent être... quand on voit les gardes alternés, par exemple, nous c'est un petit peu ce qu'on fait avec la mère de mon fils, et moi je suis confortable, donc j'ai quand même mon logement, je peux accueillir mon enfant, mais on pourrait avoir le logement où l'enfant il a grandi, qui est gardé, puis à côté une chambre, quand c'est pas ta semaine, tu vas dans ton petit appart. Oui, mais ça c'est un cas particulier, et quand les gens sont intelligents, il faut les laisser être intelligents. Il n'y a pas besoin de légiférer ou de faire des règles parce qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes. Moi, je parle des problèmes, des points qui posent problème. Le financier est un des points que tu... Et je voudrais déjà qu'on ait plus de logements sociaux, très clairement, parce qu'on n'a pas assez. Et puis quand on voit ce qu'on... franchement, en fait, passons, voilà. Mais j'aimerais que dans l'attribution de ces logements sociaux, on prenne en compte le fait que les gens soient parents, même s'ils n'ont pas la garde de leurs enfants, parce que le fait de ne pas avoir la possibilité de recevoir leurs enfants feront qu'ils ne pourront jamais avoir cette garde alternée. Et les liens vont s'effilocher. Et tout ce qui en découle, bien sûr. Les liens vont s'effilocher. J'ai appris beaucoup de choses dans ton livre. Enfin, il y en a 2 qui me sont restés vraiment, je les ai notés. L'aliénation parentale. Est-ce que tu peux
Expliquez un petit peu ce que c'est. Alors là, il faudrait 1 heure, mais l'aliénation parentale, moi, En synthèse, ben, c'est ce que j'essaie de faire de manière synthétique. Il y a une page qui est consacrée à ça. Je pense que, de manière extrêmement injuste, l'aliénation parentale a été décriée comme n'existant pas, parce que aussi, nous avons un système médiatique qui aime bien faire de l'effervescence, de l'audience, qui font passer des gens qui sont en majorité militants, ou alors qui montrent en avant des cas particuliers qui sont extrêmement émotionnels. Et l'aliénation parentale n'existe pas parce que c'est un vilain psychiatre qui masturbait les enfants, qui était pédophile, qui l'aurait découvert, et donc tout ce qui vient de lui, c'est un peu comme tout ce qui vient du grand blond à droite, là, on n'en veut pas, c'est interdit, ça n'existe pas. Mais moi je dis, les amis, ceci c'est un raisonnement simpliste et absolument stupide, parce que c'est pas lui qui a découvert ça, on en parlait bien avant, le syndrome de Médée dans la psychologie a été élaboré bien avant ça. Le fait d'utiliser son enfant pour faire du mal à l'autre parent lorsqu'on l'aime pas, ça a déjà été écrit dans la littérature psychologique dans les années 30, si tu veux. Et il suffit d'avoir été parent. Il suffit d'avoir été parent pour savoir qu'un enfant veut plaire à ses parents, que l'enfant aussi, il faut qu'il survive, et donc il s'adapte à son environnement, et que effectivement, on peut monter un enfant contre l'autre des parents. Et pour moi, c'est un crime immonde. C'est un crime immonde parce que... Et ça va très vite. C'est un crime immonde parce qu'un enfant est un triptyque. On sait aujourd'hui dans les sciences humaines, l'enfant, c'est lui, la composante maternelle, et la composante paternelle. L'enfant est un triptyque et il est fait pour avoir ces 3 références. Et une fois que la relation d'attachement a vraiment été faite, a vraiment été créée, l'enlever, l'annuler, la casser... Alain Bourrecbach a travaillé sur le lien parent-enfant en milieu carcéral, par exemple. Elle nous l'explique très très bien. C'est un lien qui va aller vers un parent qui va être idéalisé ou diabolisé. C'est-à-dire que cette relation d'attachement du triptyque va se transformer en quelque chose de faux. Et donc l'enfant va grandir dans une conception fausse. Et croire en des chances fausses, c'est le début des problèmes psychologiques très important. C'est ça, en fait, la base de l'aliénation. L'aliénation, c'est retourner un enfant contre un parent aimant et le faire rentrer dans une existence qui est fausse. Ça détruit le parent qui se rend compte qu'on fait du mal à son enfant devant lui, et ça détruit l'enfant, ça le met quasiment dans une situation où il y aura besoin d'intervenir auprès de lui durant quasiment toute sa vie. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça, même si je ne suis pas dans ce cas de figure, parce que la maman de mon fils... Mais je ne le souhaite à personne. Il y a aussi une autre chose, j'ai appris qu'il fallait 1 an de séparation affective pour prétendre au divorce. C'est quoi cette idée? Pourquoi? Nous avons un problème de modernisation et de désuétude. Disons-le, il y a beaucoup de choses dans notre pays qui sont faites par habitude. Mais tu sais pourquoi il faut 1 an de... Je ne remets pas en question l'information, je l'ai pas trouvée, mais tu sais pourquoi il faut 1 an? Pourquoi? Alors, c'est un des cas, hein. C'est un des cas. Si tu peux prouver que vous vous êtes séparés depuis 1 an, boum, t'as la procédure, tu l'accélères. D'accord. Il faut savoir que la procédure de divorce, si tu veux, suivant les endroits, du endroit de la planète, elle se fait différemment. Dans certains pays, il suffit d'aller à 2, tu signes devant un témoin, ça y est, c'est fait. Dans certains pays, tu dis 3 fois un mot à haute voix et c'est fait. Oui, non mais oui. Bon, chez nous, si tu veux, il y a encore des choses qui datent d'il y a très très longtemps. Divorcer, tu vois, c'est vraiment une situation forcément conflictuelle dans un environnement de cadre de punition, avec des contraintes qui y sont associées et une durée de plusieurs années. Hein. Ah ouais, alors que ça peut être un moment très cool. Hein. Tu reprends une forme de liberté, du coup tu es plus sage, il y a moins d'engueulades, l'enfant il subit moins de pression des 2 parents, etc. Quand on est intelligent. Mais les gens intelligents ne vont pas au tribunal. Ils se débrouillent par eux-mêmes. Oh bah merci, alors c'est que je suis un peu intelligent. Mais quand on voit le boxon que c'est, il y a un intérêt à ne pas y aller. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans l'associatif. Surtout pour les enfants, parce que, bien sûr. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, quand les services sociaux se sont mis dans la vie de l'enfant se pose des questions qui ne se seraient jamais posées. Oui, et puis en plus, ils ont du mal à en repartir de la vie de l'enfant. Moi, j'ai vu très très peu de cas où ils arrêtent de venir. Et on va glisser vers l'enfant, justement, le personnage important quand même de toutes tes propositions. Pour aborder cette 3e partie, tu as des propositions telles que la mise en place d'un système d'accès Internet spécifique pour les enfants et les adolescents. Pourquoi et comment?
Mais parce qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, et puis que tu as le portail justice, par exemple, qui existe, la CAF a réussi à se numériser, même les impôts sur le revenu, ils ont réussi à le faire. Et vachement bien, hein. Tu as vu, ils sont au centimètre carré sur les agriculteurs et les zones à regarder, ils arrivent bien à tout contrôler. Hein. Mais par contre, la justice, là, elle n'a pas encore su le faire. Ce qui est fait à Mulhouse, on n'est pas sûr que ça fait pareil à Toulouse, et puis on ne sait même pas combien de procédures concernent nos enfants dans ce pays. J'ai des amis qui sont à l'éducation nationale, ils voient arriver des gens qui s'étripent et puis ils font tampon entre les deux. Ouais, il me dit qu'il a l'autorité parentale. Mais comment je le sais qu'il a l'autorité parentale? Cette histoire de cadre Internet spécifique... le cadre Internet, ça en fait, c'est... comment, ça? Écoute, ce serait une complétion, par exemple, pour les écoles. Il suffit de compléter le logiciel qu'ils ont déjà aujourd'hui, il s'appelle Pronote, et dedans, tu as l'enfant et tu fais apparaître les titulaires d'autorité parentale. Voilà. Comme ça, ils savent en temps réel qui est titulaire d'autorité parentale. Comme ça, ils doivent envoyer, comme ils le font déjà, ils ont l'obligation, c'est pas aux parents d'aller. Moi, je pensais que c'était l'accès, l'enfant, quand il est sur Internet, qu'on lui fasse un espace qui soit accessible. D'accord. Qu'il ne puisse pas accéder à l'espace parent. Ça, c'est protéger l'enfant des dangers d'Internet, c'est ça? Moi, c'est ce que j'avais compris, en fait. C'est aussi une partie. C'est une proposition. On est sur ça. On voudrait protéger l'enfant des contenus pour adultes et des contenus dangereux, parce que moi, j'ai fait nombre d'émissions ici avec des gens qui luttent contre les problèmes de pédophilie sur les réseaux sociaux et autres. Internet est dangereux. Oui, et puis moi, je fais partie aussi des gens qui pensent que les choses se découvrent naturellement avec le temps, avec des enfants de ton niveau de progression. Voilà, ça se fait. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de apprendre le consentement, ce que c'est que être capable de dire non, ce qui appartient, ce qui est pas. Ça, c'est parfait. Après, pour le reste, je suis pas pour montrer des films porno aux gosses. C'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Je sais pas pourquoi. Enfin, ma fille n'est pas besoin d'apprendre comme ça, quoi. Je veux dire. Mais si un parent veut avoir ce process-là pour montrer la sexualité, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai 50 balais, je fais ce que je veux. Mais non, on fait pas ce qu'on veut avec un enfant. Un enfant, c'est pas un sac de sport. Je suis désolé, ça abîme. On sait aujourd'hui que sexualiser trop tôt un enfant, ça l'abîme. Les sciences humaines l'ont montré, les psychologues l'ont montré. Il y a des étapes de compréhension, d'assimilation du monde. Je donne un repère là-dessus pour les parents. Un enfant, il fonctionne. Un jouet, c'est fait pour jouer. En gros, si dans son corps est déclenché quelque chose qu'il peut utiliser, là est le moment du questionnement pour utiliser cet objet. Un jouet, c'est fait pour jouer. Quand ça apparaît dans la vie de l'enfant, c'est là qu'on peut répondre à ces questions-là. Avant, il ne se pose pas les questions. Si tu donnes un jouet à un enfant, faut pas t'étonner qu'il joue avec. Et souvent, il a des jouets à l'intérieur de lui, l'utilisation de ses mains, de ses pieds, de son corps. Il va le toucher, il va le découvrir et il va jouer avec parce que son corps devient un jouet à un moment. Et là vient la grande question de la sexualité reproductive, quand il peut l'utiliser. Non, mais c'est l'extension de l'objet transitionnel. Tu sais, lorsqu'on passe de soi et puis on arrive au doudou et puis on commence à avoir l'appréhension du monde et la compréhension et puis le réel devient moins imaginaire et un peu plus réel. Et je pense qu'il faut répondre aux questions de l'enfant lorsqu'il les pose, pas forcément en avance. C'est au moment où il commence à avoir la question et puis on donne à l'enfant la réponse qui correspond au niveau de sa question. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Mais pour revenir sur ton idée de protéger effectivement les enfants par rapport aux autres, moi je dis qu'il y a des sites qu'on arrive à interdire pour des raisons politiques. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à interdire pour une partie de la population. Et d'ailleurs, quand j'en parle avec ceux qui essaient de protéger les enfants sur les réseaux et le phénomène d'addiction, on peut très bien envisager d'imposer aux réseaux sociaux et une partie light en dessous de 16 ans ou en dessous de 18 ans, par authentification. Ça, conceptuellement, ça ne me poserait absolument aucun problème. Ce serait quoi l'authentification? L'iris de l'œil serait quoi? Le moyen de paiement, elle évolue avec le temps, mais de toute façon, à partir du moment où tu as un téléphone, donc à partir du moment où ton téléphone t'es authentifié, c'est personnalisé par rapport à toi. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est comme ça. C'est comme ça, tu es authentifié par rapport à ton compte Android ou ton compte iPhone, ton compte Gmail, et tout est associé avec. Moi, ça me poserait absolument aucun souci qu'il y ait un gros filtre
en dessous de 18 ans. On a peut-être fait l'erreur de mettre nos enfants sur YouTube ou Facebook trop tôt parce que c'était génial et qu'on voulait qu'ils soient in dans la technologie, mais j'en ai parlé beaucoup de gens, dont ici, j'en ai parlé avec Jacques Hainaut qui a écrit plusieurs livres sur ça, j'en ai parlé avec Jennifer Martin, on a fait un truc sur les addictions, j'en ai parlé d'autres personnes. Il y a un intérêt à protéger l'enfant. On va sur Internet avec son enfant au jour d'aujourd'hui, on l'accompagne, on passe un moment parental avec son enfant. On ne laisse pas l'enfant seul, c'est un danger. De la même manière qu'il ne vous viendrait pas l'idée de lâcher votre fille de 13 ans en pyjama dans la rue. Hein, de la laisser faire toute seule durant 3 heures. Ça se fait, c'est la mode maintenant. Tu ne veux pas chez moi, ça dépend des gens. Mais si tu veux, normalement, c'est répréhensible en plus, ce genre de choses. Et bien, pour Internet, c'est pareil. Pour Internet, c'est pareil. Et sur Internet, en plus, on peut faire en sorte que l'environnement, on peut imposer qu'il y ait un Internet light aux enfants sous un certain âge. Technologiquement, aujourd'hui, c'est possible. Alors, on arrive, parce que ça passe vite, l'émission, ça passe très très vite. On arrive vers la fin de l'émission, mais je voulais quand même aborder cette question. Sur la page 30 à 32, tu rappelles la loi sur ce qui protège l'enfant. Pourquoi tu penses qu'on oublie régulièrement l'enfant ? Oui. Absolument. Je pense que les gens ne connaissent pas la loi. Il y a d'ailleurs une grande soif de compréhension. Toutes les personnes qui vont commencer à être confrontées à ce système des sociaux, de l'institution, tout de suite, ils ont une grande question. Comment ça marche ? Personne n'y comprend rien à se demander si c'est pas... Soit c'est obsolète, soit c'est volontaire. Enfin, je pense que c'est mal fait, autrement les gens comprendront. Pour moi, si quelque chose est simple et bien écrit, c'est compris tout de suite, tu vois. Les gens ne sont pas en train de demander des spécialistes pour aller remplir une déclaration CAF. Ou pour leur faire les courses à Carrefour, tu vois, ils y arrivent par eux-mêmes. Donc, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'un droit parental ou autre, c'est qu'on n'a pas écrit comme il faut et qu'on n'a pas su leur expliquer comme il faut. Et il y a un grand besoin de compréhension par rapport à ça. Donc, j'ai rappelé certains extraits du code pénal parce que les NRE, par exemple, ne sont pas prises. On prend quasiment plus les plaintes par rapport à ça. Nos notifications de domicile, tout le monde s'en fout. Soustraction d'enfants, lorsque les gens divorcent, c'est la fête, tu vois. Et voilà, que je prends l'enfant et que je pars... une semaine de réflexion chez ma mère à 800 km durant 20 ans. Là. Non, la loi existe déjà. Il n'y a pas à la réinventer en permanence tout le temps. Soustraction d'enfants, aide à soustraction d'enfants, non-respect d'une décision de justice, faux en écriture publique, non. Lorsqu'on présente l'État avec la Marianne, on n'écrit pas des choses qui sont fausses. C'est pas vrai. Sinon, on va en correctionnel, ça se fait pas. Et donc là, il y a un petit truc de rappel avec la CIDE aussi, et puis donc la CIDE, tout le monde en parle, personne n'a lu. Ben là, voilà, comme ça, c'est l'occasion. Et puis on apprend aussi qu'il y a une charte d'éthique professionnelle des éducateurs spécialisés. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, les EduxP, quand même, comme il y a une charte d'éthique aussi chez les psychologues. Oui, et là, on ne l'a pas dit au départ, et moi je suis pour le brassage des intervenants. Je suis par exemple pour que dans tout ce qui est prévention, on y mette des gens de la police en fin de carrière, des éducateurs en fin de carrière, des gens qui ont la connaissance de tous les processus qui sont impliqués et qui fassent partie de la prévention. Parce que eux, ils vont savoir vers quoi on y va et pourront faire la balance. Est-ce que vraiment on les envoie là-bas en fonction de ce que je vois et ils vont identifier. Il doit y avoir une hiérarchie, c'est celle du savoir et des compétences. Pas celle du diplôme et du statut social. Et puis je pense qu'il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils bossent ensemble. Voilà, c'est tellement important que ces gens-là, il faut qu'ils travaillent ensemble. Eh oui. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, c'est un ouvrage à lire, à décortiquer, et pas seulement sur des idées de propositions, mais aussi sur des droits de l'enfant, là, comme on vient de discuter, des cadres de travail ou encore des manques et des postures des acteurs et actrices de la protection de l'enfance. C'est un ouvrage, moi, je pense qu'il peut permettre d'ouvrir des débats. Je vais m'en servir, moi, personnellement, parce que je fais aussi des formations pour adultes. Il y a 2-3 pistes, en fait, pour provoquer du débat, de l'échange. En tout cas, c'est un ouvrage qui a le mérite d'exister et de poser des questions. Alors, je dis aux gens qui le lisent et à ceux qui veulent en parler avec moi, si je me suis trompé, s'il y a des choses à rajouter, venez contacter moi, parlons-en ensemble. Je suis vraiment très ouvert parce que je suis en train de faire grossir sur Amazon et sur défendrelesenfants.fr. Ok, proposition pour la famille et la protection de l'enfance aux éditions Défendre les enfants. Donc à trouver, voilà, sur Amazon notamment. Est-ce que tu as d'autres ouvrages à nous conseiller sur l'enfance ? Oui, j'en ai plein. Allez sur défendrelesenfants.fr, regardez les auteurs que j'interviewe, qui passent dans les émissions. Et il y a... Aujourd'hui, je suis encore sous le choc de
le petit Que sais-je, qui a été écrit par Sébastien Dupont, qui est un universitaire, qui parle notamment de la paternité. Et oui, donc ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Sébastien Dupont, sur la paternité aux éditions Que sais-je, c'est celui sur lequel je suis le plus actuellement sous l'effet. Ouais. Ok, bon, bah, je le lirai, même si j'en ai 5 de retard des livres, mais j'irai le lire avec plaisir. Je vais un peu vite parce que je conseille aux parents, c'est pas pour résoudre des problèmes, mais c'est pour en éviter peut-être. Je conseille toute la série des chroniques sociales sur le développement de l'enfant metteur en scène, etc. C'est les chroniques sociales. Je conseille ces ouvrages. Donc merci à toi Stéphane d'être venu à La Bonne Question. Merci à vous de nous avoir écoutés en espérant que c'est une émission qui vous a intéressé. Merci à toi Stéphane. Au revoir. À une prochaine. Au revoir. Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Le bruit et l'odeur. Big Bang politique. Il n'a pas de nom, C'est de la poudre de perlimpinpin. pas de visage, pas de parti. La gauche caviar. Et pourtant, Le sexe, il gouverne. ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Au secours! Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Ministre, ça agit. Je vous demande de vous arrêter. Un homme qui dit une bêtise, c'est une bourde. Une femme qui dit une bêtise, c'est une gourde. Conquiert la bravitude. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. La Bonne Question. RLP.